découverte. Tout savoir sur l'histoire, la culture, les faits de société et autres. C'est tous les vendredis à 10h sur Radio La Frontière. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'instant que vous nous recevez. Amis voyageurs à bord du Boeing 229, bienvenue à votre émission à la découverte. Amis auditeurs, mélomanes, internautes de Radio La Frontière, nous irons à la découverte des temps forts de la conférence des forces vives de la nation de février 1990 au Bénin, ce qui a marqué le début de l'ère démocratique de ce pays. Amis voyageurs à bord du Boeing 229, serrez vos ceintures pour le décollage. Le directeur Ebenezer Sédégan, historien des relations internationales, nous dressera le tapis rouge. Parler de la conférence nationale, c'est faire un feedback sur la période révolutionnaire. Le coup d'État de 1972 a consacré l'avènement du régime militaro-marxiste et présidé par le général Mathieu Kérékou. Et entre 1972 et 1990, cette période a été consacrée aux réformes, aux grandes réformes qui se veulent être une rupture avec l'ordre néocolonial existant. Et tout a été changé. Mais tout a été changé pour le bonheur des populations, pensaient ces nouveaux maîtres du pays à l'époque. Mais vers la fin des années 1980, le régime révolutionnaire du PRPB, parti de la Révolution populaire du Bénin, est tombé dans une crise sans précédent. C'était l'échec du régime. L'échec a été beaucoup plus très remarquable sur le plan économique. On a parlé d'une crise économique très aiguë qui a déteint sur des tensions sociales. Et ces tensions sociales ont été manifestées surtout par les travailleurs qui ne percevaient plus leur salaire parce que l'État était tombé en cessation de paiement des salaires. Donc la crise sociale a atteint un niveau tout à fait exponentiel. Alors, par rapport à ça, le régime n'arrivait plus à contrôler la situation et face à la pression interne et externe, le régime, le président de la République à l'époque, Mathieu Kérékou, a pris la décision d'opérer une ouverture qui s'est manifestée par la convocation, la prise d'une décision pour convoquer la conférence nationale, qui était un consensus suffisamment national pour régler les problèmes existants et remettre le pays sur les rails. Donc, l'idéologie marxiste a été abandonnée, le parti a été dissocié de l'État et il a été aussi, dissous, et on a convoqué la conférence nationale. Près de 400 et quelques délégués ont été accueillis à l'hôtel PLM Alejo pour régler les problèmes qui existaient dans le pays et ramener la paix et la quiétude au sein des populations.
à l'époque, j'étais trop jeune, j'étais trop jeune, j'étais en 6e, en classe de 6e. Mais avec mon âge, j'arrivais à appréhender quand même qu'il y avait une situation très difficile dans le pays. Il y avait une situation très difficile parce que les gens arrivaient à assumer à assurer leurs besoins fondamentaux très difficilement. Et je me rappelle comme si c'était hier, quand nous sortions de l'école à midi, mon professeur d'anglais qui nous tenait de 7h à 9h, de retour des cours de midi, on le rencontrait avec des bidons d'essence en partance vers le Nigeria pour se ravitailler et venir vendre pour pouvoir joindre les jours avec sa famille. Donc c'était montrer à quel point la crise a été vraiment très difficile pour les travailleurs et qui ont très tôt pris leurs responsabilités, déclenché des grèves perlées très violentes à la limite, parce que quand on était à l'école, il y avait des groupuscules qui venaient lancer des pierres sur les toits et puis ça créait la débandade. Et puis on s'enfuyait. Donc jusqu'à ce que l'année a été blanchie et les populations ont rejoint les travailleurs qui étaient en grève. Ces populations avaient été mobilisées par le Parti communiste du Dahomey, qui est devenu par la suite, après la conférence nationale, le Parti communiste du Bénin. Donc, je faisais partie de ces petits mouvements qui avaient embrassé tout le pays. Chez moi, à Dassa, je faisais partie. Et puis, je marchais avec tout le monde, avec les jeunes de mon âge. Cela nous faisait beaucoup plaisir. Mais au cours de la conférence même, il faut dire que il y a des moments d'émotion. Parce que tout le monde était câblé, nous qui n'étions pas Cotonou, et ceux qui n'avaient pas été conviés pour la conférence, tout le monde était câblé à son poste à son poste radio. Et les gens suivaient à la minute tous les débats qui se menaient depuis l'hôtel PLM à l'église. Donc, à un moment donné, il fallait décider d'accorder une souveraineté à la conférence à tel enseigne que toutes les décisions qui doivent être prises doivent être exécutoires. Mais ça il a fallu, pour ceux qui avaient participé à la conférence, il a fallu beaucoup de négociations avec Mathieu Kérékou pour que lui-même déclare souveraine cette conférence-là. Et j'avoue que ce jour-là, on est voisin à un instituteur qui était accroché à son poste radio, et lorsque Kérékou a déclaré la conférence souveraine, mais il a failli jeter son poste radio. Et bon, ça dit que c'était des moments forts de cette conférence-là qu'il ne faut pas perdre de vue. Donc voilà comment j'ai vécu ça. J'étais à la fleur de l'âge, en classe de 6e. Mais on avait compris qu'il y avait une situation très grave dans le pays et qui allait remettre en cause le régime qui était Faire le bilan de la conférence nationale, ce n'est pas une tâche facile parce que l'opinion
peut varier d'un individu à un autre. Et pour ma part, je crois que les décisions qui ont été prises à la conférence nationale, on a essayé, surtout sur le plan institutionnel, de se conformer à ces décisions-là depuis l'avènement de Néné-Séphore Soglo au pouvoir en 91. Et il a vraiment fait l'effort de mettre en place les institutions de la République. Parce que on a rompu avec le parti État et on a fait une ouverture au renouveau démocratique. Donc, et ce qui implique la mise en place des institutions de contre-pouvoir, et l'Assemblée nationale a été mise en place, la Cour constitutionnelle a été mise en place. L'Assemblée nationale a remplacé en temps le Haut Conseil de la République, qui a été dirigé par le prélat, Monseigneur de Souza Isidore. Donc, et le Conseil économique et social a été mis en place. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication a été mise en place. La haute cour de justice aussi a été mise en place. Donc un certain nombre, c'est-à-dire toutes les institutions de la République ont été mises en place. Et il faut aussi reconnaître que c'est vrai, même si cela constitue une quête permanente, l'indépendance de la justice est perçue comme une chose effective. Nous sommes dans un état de droit auquel nous avons aspiré pendant la conférence nationale, et je pense qu'il n'est pas encore une rupture par rapport à ça. Aussi, il faut reconnaître que les élections, on assiste à une véritable alternance démocratique. Les élections sont régulièrement organisées, même si cela crée par moments donc des grincements de dents, on arrive quand même à trouver donc la juste mesure pour ne pas remettre en cause le processus démocratique en cours dans notre pays. Donc la presse a bénéficié donc des réformes, la démonopolisation des ondes qui a donné naissance à beaucoup d'organes de presse aujourd'hui, aussi bien sûr par rapport à la presse écrite que par rapport à la presse audiovisuelle, tout ça. Je pense que c'est des avancées que nous avons enregistrées depuis la conférence nationale. En 30 ans, c'est énorme pour ce pays qui venait de très loin. Et sur le plan économique, nous avons fait l'option du libéralisme économique. On a fait l'option du libéralisme économique. On a rompu avec l'économie planifiée, fondée sur le marxisme-léninisme, qui a entraîné beaucoup de dégâts dans la gestion des finances publiques. Et c'est d'ailleurs même ça qui a entraîné les crises sociales. Nous n'avons plus besoin de recourir aux armes. Esprit patriotique, tout le respect, du droit à la différence, toute l'humanité, plus jamais, jamais de coup d'État. Nous n'avons plus besoin de recourir aux armes. Esprit patriotique, tout le respect, du droit à la différence, toute l'humanité. Voyageurs, internautes, mélomanes, auditeurs de Radio La Frontière, c'est la fin de ce numéro de La Découverte. Autour de contrôle, Roland Abiola Bokossa. Devant ce micro, votre pilote de tous les jours, Roger Godonou. Prenez le prochain rendez-vous. Ciao, ciao.
de suite l'espace publicitaire sur votre radio. Communiqué radio. Appel à candidature pour le concours étudiante leader. À l'occasion de la Journée internationale de la femme, le journal Le Héros crée l'événement et célèbre la femme universitaire en décrétant la Journée universitaire de la femme JUF. Dans sa dynamique de promouvoir les initiatives de projets innovants portés par les étudiantes, le comité d'organisation organise le concours étudiante leader et lance un appel à toutes les étudiantes de toutes les facultés et écoles de toutes les universités du Bénin. Ce concours a pour objectif d'encourager l'innovation, de valoriser les porteuses de projets, de promouvoir l'intelligentsia de la jeune femme. Les lauréates, à l'issue du concours, recevront plusieurs lots et vont bénéficier d'un grand réseau relationnel pour une insertion professionnelle. Les candidatures sont ouvertes du lundi 10 au jeudi 20 février 2020 au siège du journal Le Héros, 6 au bâtiment B situé derrière l'Ecobank. Pour les conditions, les pièces à fournir, les candidates doivent être étudiantes et disposer de leur fiche de préinscription valide, disposer d'une carte d'étudiante, disposer d'une carte d'identité en cours de validité, adresser une demande de motivation au directeur de publication du journal, prévoir des frais d'inscription qui s'élèvent à 500 francs CFA. Pour tout renseignement, se rendre au siège du journal Le Héros, 6 au bâtiment B, situé derrière l'Ecobank, ou contacter les numéros 66 66 49 13 ou le 66 12 77 26. A signé la présidente du comité d'organisation Islamia Oluwafemi Afo. Appel à candidature. Du 10 février au 15 mars 2020, toutes les albinos désireuses de participer au concours Miss Albinos 2020 sont invitées à déposer leur dossier auprès du comité d'organisation. Conditions: être albinos, être de bonne moralité et âgé de 18 ans au moins, avoir une taille de 1,65 m au moins. Pièces à fournir: un certificat de nationalité, une pièce d'identité validée, une photo complète, une fiche d'inscription à retirer auprès du comité. Lot à gagner: moto, ordinateur, smartphone, écran plasma, bon d'achat et plein d'autres surprises. Communiqué radio diffusé et télévisé. Le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale communique dans le but de permettre la participation de tous les citoyens désireux de prendre part aux prochaines élections communales et municipales de mai 2020. Il est demandé à tous les maires de communes sur toute l'étendue du territoire national de faire délivrer sans délai et sans frais les certificats de résidence à tous les candidats qui en exprimeraient le besoin. Il leur est par ailleurs demandé d'assurer dans les mêmes conditions la légalisation de tout autre acte tenant lieu de pièces constitutives de dossiers de candidature et ce jusqu'au 1er mai 2020. Les préfets de département sont instruits à l'effet de veiller à l'exécution diligente et sans faille des présentes mesures du gouvernement. A signé Alassane Seydou, ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale. Communiqué. Le cabinet Lolo Consulting, spécialisé dans la formation pratique en fiscalité et gestion financière, lance une vague de formation au métier de comptable à travers 3 grands modules. Module 1, gestion fiscale et sociale en entité. Module 2, système d'organisation comptable en entité. Module 3, comptabilité avec SCL. Démarrage de la formation. Samedi 29 février 2020 à la zone master de l'université d'Abomey-Calavi. La durée de la formation est de 3 semaines, suivie d'une remise d'attestation. Elle va se dérouler tous les mercredis et samedis de 8h à 12h, heure béninoise. Étudiants, employés, entrepreneurs, serviez cette opportunité à moindre coût afin de devenir un professionnel en comptabilité. Inscription et renseignements, Radio La Frontière ou contactez le 97 61 17 111.